propose donc de débuter ce conseil municipal. Cependant, avant de débuter ce conseil municipal, je vous propose à toutes et à tous de respecter une minute de silence en mémoire du gendarme maréchal des logis chef Arnaud Blanc du GIGN de Cayenne, qui est décédé le 25 mars lors d'une opération dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal. Voilà, je vous propose de respecter une minute de silence. Merci. Donc je propose de nommer le secrétaire de séance, Jean-Jacques Lecoq, qui va faire l'appel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Philippe Guiguen. Présent. Madame Catherine Hein. Présente. Monsieur Bertrand Coquart. Madame Françoise Beaulieu. Présente. Monsieur Bilal Sikri. Madame doit arriver. D'accord. Madame Christiane Bontemps. Présente. Monsieur Jean-Jacques Lecoq. Madame Martine Plassard. Monsieur Philippe Huret. Madame Geneviève Boussinet. Madame Martine Amiot. Monsieur César Silou. Madame Elisabeth Dominguez. Monsieur Jean-Christophe Tual. Fabienne Bouchez. Madame Fabienne Vaugarny. Monsieur Benoît Lefort. Monsieur Carlos Pereira. Madame Sophie Stucki. Monsieur Tanguy Farrugia, Monsieur Cyril Lamiot a donné pouvoir à Monsieur Lecoq. Monsieur Youssef Koutari. Madame Yasmine Djelaya a donné pouvoir à Madame Beaulieu. D'accord. Monsieur Benoît Monteau M'a donné pouvoir. Monsieur Gérard Lévy. Madame Dominique Dupuis-Goyer. Madame Marcillet David. Monsieur Nicolas Hu. Monsieur Mathieu Seval. Madame Dalila Drif. Madame Catherine Géronimi. Madame Anne-Claire Frémont. Monsieur Marc Lerouge. Merci Jean-Jacques. Donc je propose de passer à présent au point suivant, qui est l'approbation du procès-verbal du Conseil du 15 février 2023. Y a-t-il des remarques, des corrections à apporter par rapport à ce procès-verbal ? Il n'y en a pas. Donc s'il n'y en a pas, je propose de mettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour? Merci. Point suivant concernant les délégations de compétences. Donc, je vous propose, comme à l'accoutumée, s'il y a des questions, on les note et on vous apporte les réponses en fin de séance. Y a-t-il des questions sur les délégations de compétences? Non, s'il n'y en a pas. Donc, je vais proposer de passer au premier point à l'ordre du jour de notre budget, de notre conseil de ce soir, budget, j'anticipe déjà, qui est la modification du règlement budgétaire et financier, ou en acronyme RBF, qui sera présenté par Madame Catherine Hein. Bonsoir à tous. Donc une première délibération extrêmement technique et je m'en excuse par avance. Donc nous avons un règlement budgétaire et financier qui précise certains éléments que nous avions votés au mois de décembre 2022,
mais qui ne permettait pas de présenter des APCP ou AECP. Alors, APCP sont des autorisations de programme, ça veut dire des enveloppes pluriannuelles sur la section d'investissement. Les CP sont des crédits de paiement, donc les paiements afférents, et les AE sont des autorisations d'engagement sur la section de fonctionnement. Pour permettre de prévoir une enveloppe en dépenses imprévues dans notre budget, nous devons intégrer dans notre règlement budgétaire et financier cette notion d'autorisation de programme, d'autorisation d'engagement et de crédit de paiement. Donc on vous soumet la modification du règlement budgétaire et financier. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas, mais c'est extrêmement technique, donc je synthétise au maximum. C'est une présentation du même type de celle que nous avons fait au Conseil communautaire. S'il n'y a pas de questions, je propose de mettre au vote. Qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci. Point suivant, donc relatif au budget primitif 2023, budget primitif concernant notre ville. Donc, budget primitif 2023 qui va retracer beaucoup d'éléments que nous avions déjà évoqués dans la présentation du ROB. Donc, une première diapo de synthèse sur l'évolution du budget primitif sur les 3 dernières années, avec une augmentation sur la section de fonctionnement à hauteur d'1,5 million d'euros. Ah oui, alors petite précision, oui, je ne relis pas la note et je fais la présentation de synthèse, comme d'habitude. Sur la section d'investissement, une augmentation de 1,6 million d'euros et donc un budget global à hauteur de 33,7 millions d'euros, qui représente donc une augmentation par rapport à l'an dernier de 3,1 millions d'euros. La répartition entre la partie fonctionnement et investissement, donc 76% des dépenses en section de fonctionnement et 24% en investissement. Sur la section de fonctionnement, en ce qui concerne les recettes de fonctionnement, donc au niveau de la répartition des 25,5 millions d'euros, nous avons 55% qui proviennent des taxes foncières à hauteur de 13,9 millions, l'attribution de compensation à hauteur de 24% qui représente 6 millions, et ensuite nous avons les produits des services qui représentent 10%, les dotations et participations 6%, les taxes additionnelles de droits de mutation aux publicités foncières 2% et les autres diverses recettes 3%. Si on regarde l'évolution des différentes catégories, donc sur la taxe foncière et une petite partie de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, une augmentation de 1,58 million d'euros qui provient donc d'une évolution des bases, puisque les bases vont évoluer à hauteur de 7,1%. Petite précision toutefois par rapport à l'annonce qui a été faite, 7,1%, mais uniquement pour les particuliers, pas pour les entreprises. Donc ça représente pour la commune des Clés, au final, une augmentation des recettes de 5,5%, associée à une augmentation du taux communal, compte tenu de la situation actuelle et de l'augmentation des coûts des dépenses. Nous sommes contraints cette année de procéder à une augmentation des taux communaux. Augmentation proposée, on le verra dans une autre délibération, à hauteur de 6,93%, ce qui représente 2,28 points. Sur l'attribution de compensation, pas de modification puisqu'elle est complète depuis 2021, donc il n'y a aucune évolution. Sur les produits des services, une augmentation d'environ 160 000 euros compte tenu de l'activité constatée sur l'exercice précédent. Sur les dotations et participations, donc nous avons une variation hors DGF et DSU de plus 40 000 euros. Sur la partie DGF et DSU, une diminution de 240 000 euros, donc en partie due à la baisse sur la dotation globale de fonctionnement et la perte de la DSU depuis 2022. La DSU qui était inscrite au budget 2022 et qui ne l'est plus en 2023. Donc un global de moins 240 000 euros sur cette partie-là. Sur la partie droit de mutation, par prudence, compte tenu du contexte et des difficultés d'emprunt que peuvent rencontrer les particuliers lors de leur projet d'acquisition, on a fait une prévision extrêmement prudente à hauteur de 650 000 euros et on avait prévu 700 000 euros l'année dernière. Et pas de variation sur les autres recettes. Sur la partie dépenses de fonctionnement,
Donc, au niveau de la répartition, bien évidemment, les charges de personnel en premier point, 57%. Les charges à caractère général, 26%. On verra ensuite qu'ils sont en augmentation d'1 million d'euros compte tenu de l'augmentation des fluides notamment. Les autres charges de gestion courante à hauteur de 7%. Le financement des investissements à hauteur de 6%. Les atténuations de produits, donc essentiellement le FPIC à hauteur de 3%, et les autres dépenses à hauteur de 1%. Si on regarde les évolutions, donc sur la partie dépenses de personnel, une augmentation de 640 000 euros qui correspond essentiellement à l'augmentation du point d'indice qui a eu lieu l'année dernière, l'augmentation du SMIC, l'impact du GVT et la fin du protocole PPCR, parcours profession, carrière et rémunération. Sur les charges à caractère général, c'est là où on a un impact assez conséquent puisque nous avons une augmentation au niveau des fluides de plus d'1 million d'euros, une forte augmentation sur les dépenses d'alimentation avec une moyenne en augmentation de 12%, sachant que certains produits augmentent jusqu'à 30%, et sur tout ce qui est maintenance fourniture, une augmentation moyenne de 16%. Donc toutes ces augmentations auraient dû générer bien plus d'1 million d'euros d'augmentation, mais compte tenu des diminutions que nous avons été amenés à faire pour essayer de contraindre au maximum le budget, l'augmentation globale est à 920 000 euros. Sur le financement des investissements, une diminution de 250 000 euros qui correspond à une diminution du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement qui est de 150 000 euros, elle était de 600 000 euros l'année dernière, donc une diminution de 450 000 euros, et une augmentation des dotations d'amortissement à hauteur de 200 000 euros. Suite à la mise en place, désolé, petite parenthèse encore un peu technique, suite à la mise en place de la M57, nous allons amortir les biens dès leur mise en service et pas l'année suivant la mise en service, donc il y a une charge plus importante sur la première année de mise en place de la M57. Sur le 014, une augmentation globale de 140 000 euros avec un impact au niveau du FPIC. Sur la section d'investissement, sur la partie recettes d'investissement, donc une répartition des recettes d'investissement, donc 6,6 millions, avec une partie de subvention de 34%, une partie d'emprunt à 25,7%, 0,7% sur d'autres petites recettes d'investissement, une capacité d'autofinancement de 18%, des produits de cession que nous avions déjà évoqués lors de la présentation du ROB à hauteur de 12,3%, le FCTVA à hauteur de 5,5% et la taxe d'aménagement à hauteur de 3,7%. Sur la partie subvention d'investissement, nous avons dans cette rubrique donc la subvention du pacte financier avec Saint-Quentin-en-Yvelines à hauteur de 600 000 euros. Nous avons également 2,1 millions d'euros dans le cadre du contrat Yvelines Territoire avec le département. Ensuite, sur la partie dépenses d'investissement, une répartition des dépenses en remboursement d'emprunt donc qui représente 5,8 millions d'euros avec 49% sur les PPI et investissements courants et 51% sur les grands projets. Donc, en synthèse, au niveau des PPI, nous avons 1,1 million d'euros, 380 000 euros sur les écoles, c'était 350 000 euros l'année dernière, on a augmenté un petit peu cette enveloppe. Les trois autres enveloppes sont identiques, le bâtiment 150 000 euros, le sport 100 000 euros et les voiries et réseaux 500 000 euros. Sur les investissements courants des directions et vidéoprotection, bâtiment informatique, vous avez toute la liste sur la diapo, 1,7 million d'euros. Et enfin, 3 millions d'euros sur les grands projets. Un complément de financement sur la maison de santé pluridisciplinaire à hauteur de 320 000 euros. On commence à provisionner pour le plateau d'évolution Bourneton, 350 000 euros. 1 million d'euros en plus sur l'école Henri Proulx. Parking et centre d'Esnos, une augmentation de l'enveloppe de 350 000 euros, 250 000 euros sur les tours de Diane et une enveloppe pour les acquisitions foncières à hauteur de 750 000 euros. Ça nous donne en synthèse sur les grands projets donc un montant global de 2,2 millions d'euros,
Vous avez à l'écran donc la liste de tous les projets qui sont en cours, avec les montants réalisés au 31 décembre 2022, les restes à réaliser. Donc on a 8 millions réalisés au 31 décembre 2022. Il nous reste presque 11 millions de restes à réaliser. L'enveloppe supplémentaire de 2,2 millions d'euros, ce qui amène l'enveloppe des grands projets à 21 millions d'euros. Sur la partie endettement, rien de nouveau par rapport à ce qui a été présenté lors du ROB. Nous avons toujours la même diapo, il n'y a pas eu de modification depuis, bien évidemment. 95,5% des emprunts dans la catégorie A1 et 4,5% des emprunts dans les autres catégories B et E. Et donc, ces catégories B et E seront terminées en quasi-totalité au 31 décembre 2023. Voilà, j'ai terminé pour la présentation, donc je vous laisse voir vos questions. Merci Catherine pour cette présentation à la fois claire et synthétique, mais également détaillée. Donc nous sommes à votre disposition pour répondre à vos interrogations, vos questions. Oui, monsieur. Bonsoir à tous. En préambule, la première mauvaise nouvelle de cette présentation budgétaire est l'annonce de la hausse des taux de fiscalité locale, reposant sur un double constat que nous subissons depuis plus de 13 ans désormais, à savoir la compression chaque année un peu plus des concours de l'État et de la perte totale d'un levier fiscal tel que la taxe d'habitation, qui, même si elle est compensée par l'État pour le moment, n'aura évidemment pas la même dynamique que les taux d'imposition, puisque cette compensation sera effectuée à euro constant à partir de l'année de sa disparition et sans revalorisation, bien entendu. Entendons-nous bien, dans la période actuelle, et la période que nous traversons en matière de récession du pouvoir d'achat de nos concitoyens, il ne s'agit pas d'avoir pour regret que ces derniers, et notamment tous ceux d'entre nous ayant le plus de difficultés à boucler leur fin de mois, n'aient pas une dépense supplémentaire à effectuer. Nous disons ici que c'est une réforme globale de l'impôt en France que nous aurions dû mener, réforme plus urgente que celle menée actuellement par le gouvernement sur la retraite. Une véritable réforme de l'imposition et de toutes les niches fiscales consenties depuis des dizaines d'années doit avoir pour seul objectif la justice fiscale. Aussi, reconsidérer la redistribution à des fins d'intérêt général des revenus et dividendes faramineux perçus par les plus grands groupes permettrait précisément de redistribuer ces moyens sans alourdir les contributions auxquelles seront soumis la très très grande majorité des Français, et donc des Clésiens dans ce cas précis et dans le cas qui nous occupe ce soir. Par ailleurs, cette hausse de la fiscalité sur la commune est aussi due notamment à des coûts d'énergie en totale explosion, aussi bien pour les collectivités que pour les particuliers. Il est donc plus qu'urgent qu'à l'échelle européenne, à tout le moins, une véritable projection sur les énergies de demain soit entamée, ainsi qu'un véritable encadrement et régulation de ce marché libéralisé à la fin du siècle dernier. Pour revenir au budget primitif proposé par vos soins sur les dépenses de fonctionnement, la ligne autres fournitures non stockables est proposée, si je ne m'abuse, au triple que celle de l'année dernière. Quelle en est la raison ? Si vous pouvez nous donner le numéro de la ligne. Oui, je vous le retrouve et je vous le donne. Bon, d'accord. Oui, alors, on va vous répondre, mais il y a eu des changements de ligne en passant de la M14 à la M57, oui, mais on va vous donner parce qu'on s'est posé la même question. D'accord. Nous regrettons une nouvelle fois d'être soumis au prélèvement de près de 40 000 euros pour non-respect de la loi SRU, ainsi que l'augmentation de fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales pour près de 100 000 euros supplémentaires. Fonds de péréquation voulant bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire soutien et solidarité aux communes les plus précarisées, notamment celles dont le taux d'effort sur la production de logements sociaux revient à amoindrir le potentiel fiscal par habitant. Concernant les recettes de fonctionnement, pouvez-vous nous détailler le produit de la taxe foncière communale et la part départementale de la TFPB, s'il vous plaît ? Il y en a plus. Elle est intégrée dans le taux global sur la base, et vous l'avez évoqué dans votre préambule, sur la base de la partie de la taxe d'habitation qui a été reprise en 2017.
Donc la taxe, la part départementale est intégrée totalement à la taxe foncière locale aujourd'hui. Totalement de manière à compenser cette partie-là, mais comme vous l'avez précisé, sans aucune dynamique fiscale depuis 2017, puisqu'elle est constante. Bien sûr. Ok, je n'avais pas cette notion du fait qu'elle était intégrée totalement. Sur le plan des dépenses d'investissement, nous constatons une nouvelle fois que l'opération Quartier Ouest est incrémentée de 0 €. Vous rajoutez 320 000 € sur le projet de maison médicale. Pouvez-vous nous dire à ce stade où nous en sommes et quelles recettes de subvention sont attendues? Vous voulez que je vous réponde au fur et à mesure? Comme vous voulez. Je reviens sur le quartier ouest. Non, vous ne pouvez pas dire qu'il y a 0. On abonde 1 million d'euros sur l'école Henri Pou. Hein, voilà. Donc c'est pas 0. Moi je prends l'opération. Et lorsque l'on parle par exemple de l'ensemble des écoles, c'est sur l'ensemble des écoles. Sur 380 ou 390 000 €, il y en aura pour Victor Hugo, il y en aura pour le Chêne Sorcier, il y en aura pour Prou. Non, il n'y a pas du tout un quartier qui est mis de côté. Au contraire, ça fait partie de nos gènes d'essayer de doter les quartiers de façon équitable dans la mesure où il y a les lieux pour les doter dans les quartiers. Là, vous me répondez sur les écoles. Moi, je vous réponds sur le quartier et sur le libellé de l'opération, des opérations qui sont justement en face de moi. L'aménagement du quartier ouest, notamment, qui est incrémenté de 0 € cette année. Vous avez toujours le quartier ouest et non pas les écoles qui ont une autre vie à part. C'est le quartier. Les écoles du quartier. Oui, mais toutes les écoles du quartier sont soumises, évidemment. Il y a eu l'école Jean Jaurès, il y a eu d'autres écoles. Si on a mis un budget global de 500 000 € pour la voirie, il se peut qu'il y ait des voiries qui seront remises en état dans le quartier ouest, il y en a dans le quartier nord, il y en a dans le quartier centre. C'est une réponse facile que j'aurais pu faire aussi. C'est pas une réponse facile. Les 800 000 € que nous avons dotés sur la place Mandela et on commence à travailler sur la place Mandela, c'est bien le quartier ouest. Voilà. Justement, il est incrémenté de 0 une nouvelle fois cette année et les travaux, ou en tout cas le projet d'aménagement du quartier ouest sur la place Mandela est resté lettre morte depuis maintenant, je crois, 2 ans, 3 ans, un peu plus, lorsqu'il y a eu les premiers travaux de concertation réalisés juste avant les élections municipales en 2019 de mémoire. Et depuis, il me semble qu'il n'y a plus rien. Enfin, en tout cas, nous ne voyons rien arriver. Il vous semble qu'il n'y ait plus rien. C'est pas qu'il me semble. Il n'y a rien eu de concret, mais néanmoins, nous travaillons sur le sujet. On vous avait précisé, je crois, lors d'une des questions de votre part, que la première chose, c'est qu'il fallait être certain que nous soyons propriétaires de la totalité de la place, ce qui n'est pas forcément le cas, qu'il fallait que l'on connaisse les possibilités d'aménagement de la place sur la partie végétalisation, pas végétalisation, et je peux vous garantir qu'on avance sur ce sujet. Et on reviendra en conseil avec un projet à ce propos. Ça fait 4 ans que ce projet tourne en rond, traîne. Je connais d'autres projets sur lesquels vous avez été bien plus rapide à les mettre en œuvre. Je vais vous donner un autre exemple dans le quartier ouest, la forêt jardin qui a été mise en place dans le quartier ouest. Il y a le conseil de quartier qui a travaillé sur un parking qui va voir le jour. Le conseil de quartier a travaillé sur la sécurisation devant l'école Victor Hugo. Ça a déjà vu le jour. Voilà. Non, on ne peut pas faire de différence entre les quartiers. Voilà. Je n'en fais aucune. Vous semblez en faire une quand je vois justement je pense les budgets des opérations que j'ai encore en face de moi mais qui ont été présentés tout à l'heure. Le but justement de ma réponse est de vous démontrer qu'il n'y en a pas. Mais il faut le prouver aux résidents et aux habitants de ces quartiers en l'occurrence. Vous prévoyez 500 000 € pour les voiries et réseaux. Pouvez-vous nous indiquer lesquels ? Tout comme les investissements à hauteur de 440 000 € dans les bâtiments. Vous avez donc décrit tout à l'heure quelques projets. Par ailleurs, concernant les voiries, ce budget connaît une baisse de près de 300 000 € par rapport à l'année dernière. Et à l'heure où nous devrions les adapter, notamment pour favoriser les modes doux de déplacement, c'est donc une occasion ratée de voir de nouvelles pistes cyclables éventuellement dans notre ville se mettre en œuvre. Sur la création du parking d'Esnos, qui avec ce nouveau budget est prévu à hauteur de 500 000 €, nous souhaitons que celui-ci soit réellement utile
et réellement utilisés par l'ensemble des Clésiens et qu'ils ne servent pas sur des fonds publics à compenser des manques par les réalisations des promoteurs privés. Pour les tours de Diane, nous constatons donc ici 200 000 euros sur ce budget prévisionnel, auquel il faut déjà ajouter 85 000 euros que j'ai vu passer dans une des décisions préalables. Avez-vous fait des démarches auprès des services de l'État et notamment du ministère de la Culture pour faire appel à des subventions liées à la restauration du patrimoine, comme c'est fait par ailleurs pour le patrimoine dans certaines communes? J'ai en tête notamment les églises qui sont parfois soumises à ces subventions, et je pense qu'il pourrait être de même pour ce type de réhabilitation, rénovation de nos tours patrimoniales. Je peux vous répondre sur ce sujet. On a fait des démarches. Il n'y a rien de classé sur ces tours. Ces tours ne sont pas classées. Donc nous avons fait des démarches et nous avons obtenu un accord de principe par le département à hauteur, je crois, de 80 000 euros. Déjà sur une première démarche, et on va revenir après vis-à-vis du département pour de nouveau 80 000 euros. D'accord. Et sur les bâtiments de France, ministère de la Culture? Non, c'est pas classé. Mais on avait fait les démarches, bien sûr. Ouais. Merci. Vous provisionnez 750 000 euros en acquisition de terrain. De quoi s'agit-il? Non, comme tous les ans, on fait une provision d'ordre général. L'an dernier, on avait acquis, je ne sais plus si c'est en 2022 ou 2021, on avait acquis tous les locaux libres de l'arrière de la Poste. On avait acquis une maison en centre-ville avec un petit commerce. Voilà, on se doit d'avoir toujours une réserve pour faire des acquisitions foncières. En produit de cession, vous indiquiez donc 1 million d'euros que vous aviez déjà à peu près présenté la dernière fois lors du ROB. Il ne s'agit uniquement là que du bâtiment de la PMI. Oui. Et la logique que j'avais précisée au niveau du ROB, il est pour nous très important de pouvoir s'engager dès à présent sur la réhabilitation de l'école Henri Proulx. Et c'est un bâtiment aujourd'hui qui n'avait pas d'utilité très spécifique pour la commune. Et en plus, avec toute la crise énergétique, on sait très bien que l'école Henri Proulx nécessite vraiment une réhabilitation. Donc il est important pour nous d'essayer d'anticiper au maximum cette réhabilitation. On peut comprendre la logique. Après, c'est vrai que nous, et on l'avait dit à l'époque, on ne se réjouit évidemment pas du fait qu'un bâtiment communal soit revendu, et notamment un bâtiment comme celui-ci. C'est un bâtiment un peu emblématique dans le sens où c'était le bâtiment de la PMI, oui. Et qu'il n'y a plus aujourd'hui de PMI sur la commune, et c'est donc une... Mais c'est sûr que... Non, mais si ce bâtiment avait été utilisé pour des services publics, on n'aurait pas agi de la même façon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et il est pour nous prioritaire d'essayer de réhabiliter les écoles. J'entends, mais nous regrettons que la PMI ait disparu de la ville. Et puis pour finir sur une note poétique, cet échange sur le budget, au milieu de toutes ces lignes qui peuvent parfois paraître un petit peu austères, nous voyons l'apparition d'un compte cheptel relatif, j'imagine, à la mise à disposition d'animaux pour brouter la mauvaise herbe, entre guillemets. Et ce compte a la faculté de pouvoir nous transporter un petit peu ailleurs ce soir. Sur votre question concernant les autres fournitures non stockables, c'est le compte du gaz qui effectivement est quasiment multiplié par 3. Oui, ça s'appelle autres fournitures non stockables. Oui, mais c'était comme ça avant. Une ligne énergie juste au-dessus, vous avez énergie, électricité. C'est que l'électricité. D'accord, je pensais que et c'était en dessous, énergie. Vous avez le gaz. D'accord. Non. Moi, je pensais que c'était énergie, gaz et électricité. C'est 3 lignes différentes pour l'eau, l'électricité et le gaz. Et donc, vous le provisionnez à 3 fois 270%. Oui. L'augmentation globale liée à l'énergie que l'on a prévue dans le budget est de 1 million d'euros. Et elle n'est que de 1 million d'euros parce que grâce à la réactivité du service technique sur certains bâtiments déjà, nous avons estimé que nous avions à minimum fait entre 5 et 10% d'économies compte tenu des isolations qui ont été faites l'an dernier. Voilà. Tu peux répondre sur... Ah oui, tu as répondu. Par rapport à vos questions précises, vous avez une question sur la voirie, je crois, 0,5 million d'euros. Aujourd'hui, on a
un état qui a été fait des rues qui semble prioritaire, mais on attendait avant de choisir que le budget, bien entendu, soit voté. Alors sur la maison médicale, votre question c'était sur le budget ou sur l'état d'avancement de la maison de santé? Les deux. Alors, les recettes éventuelles, nous aurons, lorsqu'il sera voté, mais c'est ce qui est prévu dans le contrat Yvelines Territoire, 1 million d'euros pour cette maison médicale. Nous aurons 800 000 euros au niveau de l'agglomération, sur un fonds de concours spécifique que nous sommes en train de travailler, et nous espérons avoir 200 ou 250 000 euros au niveau de la région. Et le budget global de la maison médicale, je pourrais vous le donner à partir de la semaine prochaine, puisque nous allons choisir la semaine prochaine, en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, l'architecte et le maître d'œuvre qui réalisera cette opération. Voilà. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que après récupération de TVA, je pense que nous serons à 5 millions d'euros. Sachant que par rapport au projet initial, dans le premier projet, nous n'envisagions pas forcément un étage supplémentaire, mais compte tenu de tous les échanges que nous avons eus avec l'ensemble des médicaux, paramédicaux, nous avons acté le fait de faire un étage supplémentaire pour tout un pôle radiologie-imagerie. Voilà. D'ailleurs, nous avons une réunion de travail avec le pôle médical, Françoise, qui est planifiée, je crois, le 17 avril. Le 17 avril, voilà. Lorsque le choix sera fait, sachant aussi que tout le projet de santé a été réalisé, il a été déposé à l'ARS et l'association médicale sera reçue à l'ARS également, sachant que moi-même j'ai été défendre le dossier à l'ARS au préalable. D'accord, donc il y aurait un pôle imagerie complémentaire qui n'était pas forcément imaginé au départ. Il vient en complément de celui qui existe à Plaisir. Est-ce que celui-ci est déjà... Non, ça fait partie de l'ensemble du parcours de santé et c'est un pôle qui a été vivement souhaité par l'ensemble du corps médical qui était là. Voilà. Ça va pas être une maison, c'est pas une maison de santé, hein, c'est une maison pluridisciplinaire professionnelle. Voilà. On envisage même, c'est pas on envisage, hein, même c'est prévu, de mettre un pôle petite urgence. Voilà. Tout ça a été vu avec nos professionnels de la ville. Voilà. Alors là aussi, hein, si je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas normalement le rôle d'une collectivité de faire ça. Oui, bien sûr. Mais on a jugé que si on ne faisait pas quelque chose, c'était une désertification médicale encore plus importante. Idem sur la police municipale, on sait très bien que ce n'est pas notre rôle, mais on se doit aussi de prendre des décisions pour notre population. Bien sûr. Après, il y a aussi d'autres acteurs qui pourraient, je pense, intervenir plus fortement sur certains secteurs parce que c'est aussi de leurs compétences. Je pense au département, je pense aux régions. Le département. Je sais que le département. Il nous aide, je peux vous dire. Le département a lancé cette initiative il y a quelques années déjà, sur les pôles de santé. Mais il y a aussi d'autres moyens, et notamment avec la région, sur la question de la formation. Qui pourrait aussi faire partie, je pense, aussi de ce pôle de santé. Nous avons soumis aussi un dossier à la région. Nous sommes sélectionnés par le département également pour mettre une cabine de télémédecine. Voilà, mais ça nécessite un certain temps. Voilà. Donc ce qu'on espère, c'est un début des travaux au mois d'octobre ou novembre de cette année, pour une livraison, une réhabilitation totale pour la fin de l'année prochaine. Voilà.
Alors là aussi, hein, compte tenu de ce qui s'est passé en Ukraine, par rapport à nos prévisions initiales, ben, il y a une forte augmentation. Mais on avait su anticiper ça au niveau de nos budgets en provisionnant année par année. Voilà. Oui, Monsieur Lévy. Finance, donc auquel on a participé. J'avais posé la question, quelles sont les actions de l'État, en effet, pour maîtriser ces augmentations? Et vous avez eu une réponse pour rappeler qu'il y avait 4 critères auprès de chaque commune pour... Oui. Est-ce que vous pouvez repréciser pour l'ensemble de l'Assemblée? C'est vrai que pour bénéficier du bouclier tarifaire, il y avait 4 critères. Alors je les connais plus par cœur, hein. Sauf que sur les 4 critères, bah, comme beaucoup de communes, hein, nous étions éligibles à 3 critères, pas au 4e, et malheureusement, on n'a pas eu 3/4 de compensation, on a eu 0. C'est ça, Catherine. Mais nous ne sommes malheureusement pas les seuls. Hein. Nous ne sommes malheureusement pas les seuls. Voilà. Pour qu'il y ait quand même que vous ayez, par rapport à la présentation qui a été faite, une vision globale de ce que nous avons subi sur cette année 2022 et 2023. Donc l'augmentation sans aucune compensation possible, et comme vous l'avez dit, et je partage votre analyse préalable, Monsieur Hu, sans aucune compensation possible de la part de l'État. L'augmentation d'énergie, c'est 1 million d'euros. Tout ce qui concerne l'augmentation des salaires, et là je répète de nouveau, je me réjouis pour le personnel, mais sans aucune compensation, alors qu'au niveau de l'État, il y a des compensations, puisque c'est le déficit. Voilà. Mais nous, dans les collectivités, rien, c'est un minimum 0,6 million d'euros. L'augmentation du FPIC, une nouvelle fois, et comme je l'ai dit, je ne pense pas que nous soyons une ville très très riche au niveau des clés, hein. On fait partie de ce qu'on peut appeler la classe moyenne, c'est-à-dire ceux qui ne bénéficient de pas grand-chose, mais qui payent surtout. L'augmentation du FPIC, c'est 160 000 euros. La baisse de la DGF et de la DSU, c'est 0,24 millions d'euros, ce qui nous fait un total incompressible de 2,2 millions d'euros. Je vous ai vu sourire quand je disais sous forme, c'est pas une boutade, c'est qu'on contribue à beaucoup de choses et on bénéficie de pas grand-chose. On contribue au FPIC, on n'a jamais de bouclier, on a une baisse de 3,2 millions d'euros de la DGF depuis 10 ans, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je me suis amusé et heureusement pour ceux qui en bénéficient, je me suis amusé à regarder notre dotation par habitant par rapport à certaines villes, bon, qui sont peut-être plus en difficulté que nous avons 25 fois moins. Bon, qu'il y ait une différence, c'est logique, mais que l'on abandonne totalement un certain nombre de communes comme la nôtre, je trouve ça illogique. Il y a bon nombre de communes qui sont dans le même cas que la nôtre. Il y a des communes, et vous venez de le dire, qui bénéficient d'un peu plus de dotation de l'État en raison justement de la précarité dans laquelle certaines communes sont malheureusement. Ce que je comprends tout à fait. Et parce que celles-ci ont hérité d'une histoire qu'elles n'ont pas détruite, notamment en ayant un tissu social varié et notamment... pour certaines issues de classes ouvrières ou autres, ou en tout cas qui nécessitent des logements et des logements sociaux pour pouvoir que ces personnes puissent résider sans avoir trop de soucis et de contraintes financières, et d'autres qui ont aussi fait le choix de créer des logements sociaux en nombre pour pouvoir faire en sorte que la population qu'ils nécessitent, aujourd'hui c'est 70% des Français qui sont éligibles aux critères des logements sociaux, eh bien, puissent habiter sans que le premier poste de dépense des Français n'impacte trop leur budget. Donc en effet, il y a certaines communes qui bénéficient de dotations importantes ou plus importantes que la nôtre, de manière relative, mais dire très caricaturalement que nous payons beaucoup et que nous n'avons rien, c'est bon, un peu parfois le biais caricatural qui n'est pas forcément qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme compensation
Il nous reste 250 000 ou 260 000 euros de DGF. Tout le reste, c'est le contribuable caissien qui le paye, soit au travers des services, soit au travers de la taxe foncière. Voilà, c'est factuel. Bien sûr. Après que... Je l'ai dit tout à l'heure, monsieur... Pardon ? Je l'ai dit tout à l'heure, monsieur Guiguet. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, mais nous ne sommes pas forcément d'accord sur les choix faits qui aujourd'hui obèrent le budget de la commune de 400 000 euros d'un côté. Ça, c'est un autre sujet. Que des communes bénéficient de plus que nous, compte tenu de leur situation, je le partage tout à fait. Par contre, ce que je trouve illogique, c'est que des communes comme la nôtre, et nous sommes loin d'être les seuls, nous n'ayons pas d'aide et nous ne bénéficions plus de dotation. Et je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. J'espère que, comme moi, et d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, vous espériez bien avoir une DGF supérieure. Il y a 10 ans, on avait 3,2 millions d'euros de plus de DGF, c'est l'équivalent de 30% de taux d'imposition. C'est quand même pas une paille. Oui, bien sûr. Non, mais là-dessus, on s'entend, ce n'est pas là-dessus que je revenais, c'était sur des dépenses qui pourraient justement ne pas exister, malheureusement. Lesquels je vais vous donner... Sur les fonds de péréquation, on prend juste 2 exemples. Le fonds de péréquation, à cette hauteur-là, ça veut dire qu'à un moment donné, nous avons un potentiel par habitant, fiscal par habitant, qui est plus élevé que d'autres communes, et donc automatiquement, celle-ci bénéficie d'un fonds de solidarité. Et il y a aussi le fonds de solidarité de la région Île-de-France. Oui. Le deuxième exemple est l'amende, même si ça peut paraître encore une petite somme au regard du budget d'une commune, mais nous sommes encore soumis à une amende pour non-respect de la loi SRU. Et c'est dommageable. C'est dommageable. C'est des clésiens qui aujourd'hui ne bénéficient pas de logements sociaux pour pouvoir se loger. Et là, je vais aller dans votre sens, et je regrette le retard pris compte tenu d'un certain nombre de recours qui ont été déboutés d'ailleurs, et pour lesquels il va y avoir un certain nombre de constructions, puisque je vous rappelle que dans le cadre de notre plan triennal, nous ne sommes plus carencés, nous sommes carencés à date parce que les logements n'ont pas pu être construits, mais sinon, dans notre plan, nous atteignons les 25%. Mais effectivement, nous ne les sommes pas. Nous n'y sommes pas. Et on le rappelait, les concentrer tous dans le même secteur n'est pas non plus une solution. Alors, mais c'est pas du tout. Alors, vous avez bien l'exemple en centre-ville que les 2 programmes qui vont sortir, dans lesquels vous allez avoir des logements, des logements sociaux. Il faut pas 50% de logements sociaux. Non, mais le but n'est absolument pas de faire 50% de logements sociaux, ou alors il faut que ça soit un mixte avec de l'accession. Ou sur des toutes petites résidences. Pourtant, c'est bien ce qui est projeté dans le quartier dont je pense vous faites référence, qui a été soumis à des recours. Il y a bien un projet avec 50% de logements sociaux sur un ensemble immobilier. Pour 26 logements. Ça reste 50%. Ça reste 50% qu'on aurait pu aussi mettre ailleurs. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose de mettre au vote. Je propose de mettre au vote ce budget. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci. Point suivant qui concerne les autorisations de programme et les autorisations d'engagement, toujours présentées par Catherine. Donc, dans la continuité de la première délibération que nous avons passée, donc pour modifier le règlement budgétaire et financier, donc nous proposons l'ouverture d'autorisation d'engagement pour dépenses imprévues en 2023 à hauteur de 50 000 euros. Voilà. La somme peut paraître faible, mais compte tenu du contexte, il était difficile de mettre un montant plus important. Y a-t-il des questions ? Non, donc je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci. Point suivant, toujours présenté par Catherine, et qui concerne donc le vote des taux qui a prévalu à la construction préalable du budget. Donc le vote des taux au niveau de l'exercice 2023, sur la base de l'augmentation de 6,93% des taux existants,
Nous arrivons à une taxe sur le foncier bâti à 35,11%, une taxe sur le foncier non bâti à hauteur de 70% et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 14,88%. Donc, ce sont ces propositions qui sont soumises au vote du Conseil. Est-ce que vous avez des questions? Bon, avant le vote, donc le vote des taux... Excusez-moi, j'avais des questions. Oui, allez-y. Non, désolé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les taux précédents? Parce qu'a priori, l'année dernière, c'était 82,83%, c'est ça, pour le foncier bâti? 83 pour le premier, oui, tout à fait. Et non bâti? Alors, le calcul à l'envers, c'est facile. C'est ça. Et les deux autres taux, est-ce que vous les avez? 65,46 et 13,92. Merci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, donc, je voudrais dire, comme je l'ai rappelé lors du vote du budget de l'agglomération, le recours à l'augmentation de la fiscalité pour un élu est la décision ultime que nous devons prendre après avoir étudié, bien entendu, toutes les autres pistes et toutes les autres alternatives. C'est ce que nous avons, bien entendu, effectué dans le cadre de ce budget primitif 2023 et je tiens à remercier les services qui ont vraiment joué le jeu pour essayer de limiter cette augmentation avec une recherche de toutes les pistes d'optimisation pour les dépenses et de maximisation des recettes. Il était cependant clair qu'après 12 années sans augmentation de notre fiscalité, bien entendu avec des marges de manœuvre très, très réduites, nous n'avions plus que cette solution. Pour notre commune, et au regard de la suppression régulière de nos marges de manœuvre, et comme vous l'aviez rappelé, Monsieur Hu, de marge de manœuvre financière, avec la baisse des dotations, avec les augmentations des fonds de péréquation, l'explosion des coûts de l'énergie pour cette année et l'inflation que nous retrouvons sur un maximum de lignes budgétaires, nous n'avions pas d'autre option, mais avec comme objectif de limiter cette hausse qui ne pèsera une nouvelle fois que sur une partie de nos habitants. Voilà. Ceci étant dit, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Juste une petite intervention. Enfin, nous comprenons la nécessité, Ouais, nous comprenons le processus engagé pour justement cette augmentation, enfin, arriver à cette augmentation des taux. Et ce que je veux simplement dire ici, c'est que nous ne considérons pas non plus le recours à l'imposition comme quelque chose d'anormal ou qui n'aurait pas vocation à être dynamique aussi tout au long d'un mandat ou de plusieurs mandats, et que le plus compliqué, je pense, et le plus difficile pour les habitants, c'est de constater des hausses de taux soudaines et brutales. Lorsqu'il y a des hausses de taux crantées sur un mandat en fonction des projets et des difficultés de la commune, elles sont peut-être plus entendables que lorsqu'elles sont qu'elles impactent fortement le pouvoir d'achat, entre guillemets, de nos concitoyens. C'est surtout cette question-là qui est à réfléchir, je pense, sur le long terme. Alors, c'est une vision. Par contre, si depuis 12 ans, nous avions pu réaliser nos projets, avoir une situation financière en fonctionnement qui était tout à fait stable, il n'y avait pas l'intérêt d'augmenter les impositions, parce que ça veut dire que pendant 12 ans, l'ensemble de la population a bénéficié de cette absence d'augmentation. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait peut-être augmenté un petit peu moins, quoique cette augmentation par rapport à ce que l'on peut constater sur certains de nos collègues sera limitée. Alors il y a des collègues qui arriveront à ne pas augmenter parce que dans la mesure où vous avez une dynamique foncière importante dans des communes, ils peuvent compenser. Mais nous, ce n'est pas le cas.
Après, il faut bien considérer si pendant cette période de 12 ans, puisque vous prenez cette période de référence, les moyens et les services sont restés équivalents et à moyens constants. C'est surtout la question. Ben, il n'y a pas eu de suppression de services. Au contraire, on a eu une amélioration des services pendant 12 ans. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, rien qu'à l'impact, ce que je vous ai cité tout à l'heure, c'est plus de 20% d'augmentation des impôts, comme l'équivalent de 20% de points de fiscalité. Comme l'a précisé Catherine tout à l'heure, on pensait que les bases allaient être augmentées de 7,1%, mais pour la commune, non, c'est 5,5%. Donc si vous additionnez notre hausse à nous, plus la hausse de l'État, vous verrez que nous sommes bien loin de la somme des augmentations que nous aurions pu faire, parce que nous avons recherché toutes les pistes d'économie. Voilà. Mais je comprends tout à fait votre position de vote. Point suivant, qu'il s'agit de l'attribution de la subvention pour le CCAS, puisque le CCAS présentera son budget propre avec la subvention qui sera attribuée par la ville. Donc une subvention de fonctionnement 2023 pour le CCAS au même niveau que celle de 2022, donc à savoir 975 248 € proposés. Oui. Qui est la même que l'année dernière? Je crois qu'elle est un tout petit peu moins dans... Non, parce que là, dans le document que vous avez, c'est aussi une particularité de la M57, c'est pas forcément de BP à BP. Ce qui est mis là, c'est de BG, c'est-à-dire qu'on avait été obligé d'augmenter pour une opération ponctuelle, je ne sais plus laquelle, au niveau du BS, le budget du CCAS. Mais le budget initial du CCAS, c'est ça, était celui-là. Oui, oui. Voilà. Donc c'est les rallongements de crédit derrière. Voilà. Le M50. Donc, y a-t-il des questions? Non. S'il n'y a pas de questions, oui. C'est juste une remarque. Donc, lui, il n'est pas augmenté, par exemple, de l'inflation. Il n'y a pas de raison en termes des aides. Comment? Ouais. Tout ce qui concerne l'énergie est pris par la ville, puisque c'est mis à disposition. Donc, et après, il peut y avoir qu'une légère variation liée sur le point d'indice pour le personnel. Mais ouais. Voilà. Non, mais le budget du CCAS aujourd'hui est beaucoup plus, entre guillemets, confortable que le budget de la commune. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre au vote. Qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci pour cette unanimité. Point suivant que je présenterai. Vous vous souvenez que nous avons opté pour la création du syndicat intercommunal Plaisir des Clés à propos de la police municipale. Ce syndicat a été créé au 1er janvier 2023. Néanmoins, sur la période de 1er janvier jusqu'au 31 juin, jusqu'au 30 juin 2023, l'ensemble des policiers municipaux et de tous les services qui sont affectés à la police municipale des Clés resteront au bénéfice de la population de Plaisir. Il était donc tout à fait logique que l'ensemble du coût de ce syndicat ne soit pas supporté pendant ces 6 mois par la population clésienne, d'où la délibération qui vous est proposée, qui a été proposée de façon peut-être effectivement assez, entre guillemets, alambiquée, mais elle a été présentée de cette façon à la demande de la préfecture. Voilà. Voilà. S'il n'y a pas de questions, oui, Monsieur Lévy. Bon, c'est juste pour remarquer toujours la même requête, c'était que ce syndicat, il doit être le plus large possible, le plus co-construit par les oppositions, les majorités, et nous regrettons bien évidemment de ne pas être dans ce syndicat. Néanmoins,
pour que les Clésiens et les Plaisirois puissent bénéficier de ce syndicat avec toute la latitude nécessaire, nous voterons néanmoins oui. Je vous précise que effectivement, cette police municipale dont nous bénéficierons, hein, sera une police municipale qui n'aura rien à voir en termes de service avec la police municipale que nous essayons de constituer, et on avec toutes les difficultés qu'il y avait pour des villes comme la nôtre, puisqu'il y aura, je vous rappelle, mais ça a été expliqué dans une des commissions, il y a une brigade équestre, il y a une brigade canine, et l'objectif à terme est d'être à une trentaine de policiers municipaux de manière à ce qu'il y ait 2 groupes qui tournent au niveau d'une journée. Voilà. Donc je propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci pour cette unanimité. Toujours pour le syndicat, Catherine, le transfert de... Ah non, je peux, sinon je peux... C'est le transfert du matériel qui était dans nos inventaires et qui est transféré, bien entendu, au syndicat. Voilà, on n'a pas la liste du matériel, là, mais si vous le demandez, à la limite, on vous le donnera. Y a-t-il des questions? Non. S'il n'y a pas de questions, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette nouvelle unanimité. Le point suivant que je présenterai également et qui s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation du quartier de l'Avre, où, en rentrant dans le détail de ce projet, Logirep s'est aperçu qu'il y avait eu un problème cadastral il y a une cinquantaine d'années sur l'affectation des lots qui vous sont précisés sur la note qui vous a été remise. En très rapide, une partie de terrain avait été affectée à Logirep, une autre partie avait été affectée à la commune, et en fait, c'était l'inverse. Et pour réaliser aujourd'hui cette opération de réhabilitation de l'Avre, bien entendu, il faut remettre cela d'équerre. L'objectif, ça a été de remettre cela d'équerre à moindre coût. C'est pour ça que les deux zones, la première zone de Logirep qui va revenir pour la commune, la seconde de la commune qui va aller chez Logirep, ont été valorisées à la même valeur, et donc il n'y aura pas de coût pour la commune. Voilà. Y a-t-il des questions pour cette régularisation? Oui, monsieur Hu. Oui, non, pas une question proprement dite sur la régularisation. En tout cas, ce projet doit avancer parce que les résidents du quartier de l'Avre en ont besoin. Donc, évidemment, nous voterons pour ce sujet. Et par contre, nous souhaitons, il serait souhaitable que les résidents, les habitants soient le plus mis à contribution sur ce qui va être mis à l'œuvre, ce qui va être mis en œuvre dans ce nouveau projet, afin que tout le monde adhère réellement au projet et que chacun puisse entendre et comprendre. Il y a eu des premières réunions d'information il y a quelque temps. Certains habitants attendent aujourd'hui des retours de la part de leurs bailleurs. Il y a encore une zone de latence ici qui n'est pas forcément la mieux préparée, j'ai l'impression, sur ce projet. C'est le message que nous faisons passer régulièrement aux bailleurs. A priori, il y a quand même une information très importante qui est faite sur le terrain. Bon, on va de nouveau alerter. On les a vus il y a très peu de temps, puisqu'on a statué ensemble sur les bâtiments qui vont être construits dans le cadre du social et dans le cadre du BRS. D'ailleurs, ce sont des bâtiments extrêmement qualitatifs qui vont totalement revaloriser le quartier. Et on a à nouveau repassé ce message.
Mais bien entendu, on y est très, très vigilant parce que c'est un quartier qui dans 4 ans sera totalement transformé, malheureusement avec une période de travaux qui ne va pas forcément être facile, on en est tout à fait conscient. D'où la nécessité, c'est ce qu'on leur dit, de bien informer l'ensemble des résidents. Donc, oui, Monsieur Lévy. Oui, Monsieur Lévy, là, dans la présentation, il y a un terme réhabilitation et de résidentialisation des résidences. Je pense qu'il y a une redondance parce qu'en fait, ces habitations sont construites de longue date. Elles ont le caractère de résidence, mais elles ne peuvent pas prétendre à être résidence supérieure. Je pense que ce qui manque, c'est pas simplement, comme on disait, repeindre les cages d'escalier et l'extérieur, c'est donner une âme. Et donner une âme à ces résidences, c'est peut-être de les convier, tous les conseils syndicaux, parce qu'il y a des copropriétés sur les clés, de les inciter à créer des associations de résidents qui pourront développer des animations. Il existe une fois par an, bon, la fête des voisins, certes, mais il y a des associations de résidents dans certaines communes, certaines résidences qui fonctionnent très bien. Il y a aussi à Lavre, bon, je pense que certains le savent, il y a des résidents qui font du potager, qui mettent la main, comme on dit, dans la glaise. Et c'est vraiment important parce que les enfants voient que leurs parents s'investissent et respectent. Vous voyez, il y a tout un objectif, une feuille de route à développer qui permettrait que, en effet, ces résidences ne soient pas que de l'apparence, mais qu'il y ait une âme et que la commune aide à construire cette âme. Alors, par rapport à ce que vous venez de citer, justement, lorsqu'on a validé l'architecture de 2 bâtiments, là, pour l'un des bâtiments, il y avait effectivement il y aura la proposition de faire un jardin partagé et un verger. Voilà. Et ça sera décidé un peu plus tard. Bon, je propose de mettre au vote. Donc, oui. Juste avant de passer au vote, une question qui n'a pas forcément à voir avec le projet cité, mais qui est un petit peu de même nature de ce qui est proposé là, puisque nous avons eu connaissance d'un mauvais bornage ou zonage de la même manière sur un autre secteur dont nous parlions tout à l'heure, sur le quartier nord et sur un projet immobilier du quartier nord, donc avec une partie qui appartient donc aux résidents de la résidence Nouveau Cottage et qui a été préemptée entre guillemets, par le projet immobilier. Donc nous voulions savoir, sans évidemment contrepartie ou autre, puisque a priori les bornages ou les actes étaient mal stipulés. Donc nous voudrions savoir ce qu'il en est de ce projet et quelle est la suite donnée à ces requalifications certaines du projet, puisqu'il y aura, je pense, à revoir le projet sur certaines bouts et certaines parties du terrain. Ceci est en cours. Ce que je peux souhaiter, c'est que la finalisation, ça sera exactement la même chose, c'est-à-dire que chacun entende l'intérêt de chacun. Voilà, mais ceci est en cours. Est-ce que nous pouvons espérer que cela ne retarde pas encore la réalisation de ces logements, sachant qu'in fine, on sait très bien comment se terminent les recours. C'est une perte de temps pour tout le monde. Néanmoins, il faut tout remettre d'aplomb. Je suis d'accord. C'est une perte de temps lorsque ceux-ci n'ont aucune raison d'être. Là, pour le coup, on peut quand même considérer qu'il y a eu une mauvaise lecture quand même des autorités sur ce sujet-là. Oui, enfin, sur des cadastres d'il y a X dizaines d'années. Néanmoins, ce qu'il faut espérer, c'est que la raison l'emporte en finale. Voilà. Qui est contre cette proposition, qui s'abstient et qui est pour. Donc merci pour cette unanimité. Les 2 points suivants sont des conventions Seine et Yvelines numériques seront présentés par Youssef. Du conseil municipal, bonsoir.
Face à l'augmentation des risques cyber à l'encontre des collectivités publiques, notre commune souhaite renforcer sa sécurité informatique en faisant appel à des prestataires externes pour divers services, dont un audit de sécurité. Nous avons l'opportunité ici d'adhérer au segment informatique de gestion de la centrale d'achat de Seine-et-Villiers Numérique, qui offre des services de cybersécurité et des équipements informatiques à des prix compétitifs. L'adhésion coûte ici 1 000 € TTC pour 3 ans, sans, bien sûr, obligation d'achat. Je vous propose donc de délibérer sur cette adhésion pour protéger notre commune et bénéficier d'offres avantageuses. Oui, moi, je voulais vous poser une question parce que je trouve surprenant que nous ayons deux délibérations qui sont à peu près du même acabit sur la convention avec Seine-et-Villiers Numérique pour l'adhésion à un segment, en tout cas, qui pourrait, à mon avis, je suis assez surpris qu'il y ait plusieurs segments auxquels il faille qu'on adhère, alors qu'on adhère déjà à ce syndicat Yvelines Seine Numérique. Donc je suis surpris qu'il y ait plusieurs segments d'adhésion, alors qu'un seul me paraîtrait opérant et simplement utile, quoi. C'est leur fonctionnement qui demande effectivement deux conventions. Et après, ça permet une pour l'informatique et la seconde pour tout ce qui est électronique. Ça permet aussi d'adapter les solutions par rapport aux besoins des collectivités qui sont très, très différentes. Donc toutes les collectivités n'ont pas besoin de renforcer immédiatement leur sécurité informatique ou leur sûreté physique. Donc au moins, ça personnalise beaucoup plus le besoin vis-à-vis des collectivités. Oui, j'entends, mais à partir du moment où on adhère, nous, à ce syndicat, on pourrait considérer que justement l'ensemble des services de ce syndicat permettent à chaque collectivité, à un moment donné, d'avoir un droit de tirage ou d'avoir une possibilité d'être suivi ou accompagné sur tel ou tel sujet. C'est pas parce qu'on adhère à ce syndicat qu'on peut bénéficier de toutes les compétences de ce syndicat. Là, il y a... Ah oui, mais le coût de l'adhésion au syndicat est pour un certain nombre de prestations. Là, ce sont des prestations supplémentaires. Voilà. En plus, il faut vraiment cibler. Ils ont certainement différentes compétences qui sont proposées aux collectivités. Il faut cibler les compétences sur lesquelles on juge qu'il y a une urgence. Et comme l'a précisé Youssef, il est très très important de sécuriser nos services informatiques avec tout ce qui concerne la cyber. Oui, monsieur Lévy. Oui. Dans la présentation, il est dit un audit de sécurité. Normalement, on devrait faire un audit de sécurité pour voir si vraiment on a la pertinence de faire ce qu'il faut pour éviter une cyberattaque. On a vu que l'hôpital Mignot a subi une grave attaque. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut voir si vraiment on a besoin d'une sécurité renforcée. Et par qui, comment. Donc il faut commencer plutôt par l'audit de sécurité, ça c'est la première chose. La deuxième chose, dans les deux conventions, il n'y a pas la même durée. La première nous dit qu'il faut signer sur 3 ans, tandis que la deuxième dit on signe sur 1 an, tacite reconduction sur 3 ans. Donc je pense qu'il faut harmoniser sur la deuxième, parce que ça laisse plus de souplesse pour la collectivité que de s'engager sur 3 ans sans faire un état au bout d'1 an. Est-ce que vraiment on est satisfait, pas satisfait? Alors c'est vrai qu'il y a une clause de retrait possible, mais autant aligner les contrats de même période, quoi. Merci. Enfin, c'est leur méthode de fonctionnement, et la première, pour 3 ans, la cotisation est de 1 000 €. Je pense que... Et après, concernant l'audit de sécurité, il faut savoir que si vous passez par un prestataire assez classique, là on dépasserait largement la fourchette en fait que peut nous apporter des solutions venant de Seine-et-Villiers Numérique. Ça coûte vraiment très cher aujourd'hui de faire des audits de cybersécurité d'une collectivité en mesurant un peu tous les services qu'on a en interne. Donc c'est aussi cet avantage-là de pouvoir travailler avec eux. Alors, admettons que l'audit sécurité ait un prix client
important. Est-ce que vous avez fait des audits sécurité dans des collectivités de Sky, plusieurs, nous sommes 12, et est-ce que ce que vous avez préconisé a été accepté, mis en œuvre, ou alors considère qu'on peut encore voir les choses autrement? C'est la question que je vous pose. C'est pas nous qui l'avons fait, c'est eux qui vont le faire, et qui vont faire des préconisations en fonction de leur audit. Et après, on devra répondre à ces préconisations. Non, mais je comprends, mais quand on signe un contrat avec un prestataire, on veut savoir de quoi le prestataire a déjà travaillé. La question, c'est est-ce que vous avez travaillé sur des communes de Sky avec un audit de sécurité qui a été... où on serait les premiers à essuyer les plâtres, c'est ça la question? Non, nous n'avons pas travaillé, mais nous savons que c'est leur compétence au niveau de Seine-Yvelines numérique. Et je reviens sur le coût de 1 000 euros. 1 000 euros pour avoir ce type de prestation, c'est même pas le taux jour d'un expert en cybersécurité. Je pense qu'il faut quand même en avoir conscience. Voilà. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est qu'on planifie cet audit avec nos services et qu'on puisse derrière prendre les décisions pour nous protéger en fonction de ce qui va être préconisé. Et c'est là où on va rentrer dans des enveloppes financières qui seront beaucoup plus importantes. Je termine. Simplement, dans tout contrat, on sait très bien quand un client veut faire un accord, il met en avant son coût minimum, sûr, oui. Mais derrière cela, on sait très bien qu'il y aura des sommes qui seront présentées, donc on sera, j'imagine, sollicité pour donner un accord ou pas au projet. Bien sûr, et nous choisirons nos prestataires. Non, mais c'est important de le dire dès aujourd'hui. C'est pas la méthode McKinsey. Hein. C'est pour ça que c'est marqué sans obligation d'achat. Voilà. Aussi, et on m'a précisé que effectivement, ce sont eux qui font ces opérations-là pour le SDIS, sur toute la partie cyber. Voilà. Donc Voilà. Bon, même si c'est un petit peu confus, on espère que ça vous a rassuré. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre au vote pour la première convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Deuxième convention, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Vous êtes abstenu parce que nous n'avons pas été à même de vous donner toutes les réponses ou parce que vous avez un doute sur les capacités de Seine-Yvelines numérique? C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est le montage qui nous paraît quand même un petit peu saugrenu. Enfin, on adhère à Seine-Yvelines numérique, je ne vois pas pourquoi on adhère à des segments en plus pour avoir derrière des appels d'offres sur lesquels nous aurons à nous prononcer sur des sommes plus conséquentes dans quelques temps. J'aurais une réaction un peu différente de la vôtre, c'est que si on avait une seule adhésion, peut-être qu'on paierait des services dont on n'a pas besoin. Là, l'avantage, c'est pouvoir faire le panier que l'on souhaite. Exactement. Voilà. Bon, je propose à présent de passer au point suivant que nous avons présenté également au niveau de la dernière commission. Il s'agit du plan de formation de nos collaborateurs de la ville. Je précise que par rapport à la note qui vous a été distribuée et sur laquelle vous avez le détail de toutes les formations qui ont été acceptées pour l'année 2023, ce plan de formation a été accepté à l'unanimité par le CST. Je rappelle que ce plan de formation il est financé par 1% de la masse salariale, plus une enveloppe spécifique de 40 000 euros. Je sais que M. Lévy a demandé le bilan de 2022. Comme il l'a demandé hier soir, je ne suis pas sûr qu'il ait encore été donné, mais vous le recevrez. Voilà. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche.
Alors, merci, monsieur le maire. En effet, hier, nous étions in extremis en réunion de commission, donc j'avais même fait la remarque que ce délai de delta était acceptable exceptionnellement, puisque normalement, une commission doit se réunir suffisamment en amont pour au moins avoir un compte-rendu, ce qu'on n'aura pas, sauf erreur, a posteriori du Conseil, j'espère, malgré tout. Ceci étant, j'étais aussi intervenu pour dire que toutes les actions qui sont menées au niveau formation, en dehors du plan, auprès de la CNFPT, doivent être valorisées et être connues par le Conseil. Donc, il me semblerait que Madame Euse, RH, et vous-même, vous n'étiez pas hostile à ce qu'il y ait une annexe dans le futur plan pour bien lister les actions de formation qui sont faites dans la commune, au-delà de ce qui est fait dans ce cadre-là. Voilà, ça me paraît, comment dire, qu'on construit, comme on dit aujourd'hui, quoi. Mais vous pouvez voir néanmoins qu'il y a énormément d'actions de formation qui sont détaillées sur ce plan par rapport à nos 300 collaborateurs équivalents temps plein dans la commune. D'ailleurs, ce plan, comme je le précisais au départ, il a été approuvé à l'unanimité des membres du CST. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Sur l'aspect effectif, on ne pourrait pas terminer l'aspect effectif sans la traditionnelle note de modification du tableau des effectifs. Donc il s'agit, je rappelle à chaque fois, des créations ou de suppressions de grades. Dans le cas présent, il s'agit de 6 créations de grades. Sur la filière administrative, il y en a 4. Sur la filière technique, il y en a 1. Et sur la filière médico-sociale, il y en a 1. Ce qui fait 6 au total. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. On va passer dans le domaine de l'enfance maintenant. Christiane, si tu peux présenter la délibération suivante. Convention d'habilitation monenfant.fr. Donc, dans le cadre de l'accompagnement et de l'information des parents, la CAF a créé le site www.monenfant.fr. Le site vise à faciliter donc les recherches des familles en matière d'accueil d'enfants, quel que soit le lieu de résidence. Il recense la quasi-totalité des structures d'accueil et de certains services d'accompagnement des familles financés par la CAF. Ces données sont des informations qui portent sur les disponibilités des places dans les établissements d'accueil du jeune enfant et sur les informations relatives au fonctionnement des établissements. Les services concernés pourront renseigner les différents modes de garde des enfants de moins de 3 ans, multi-accueil, crèche familiale, assistante maternelle libérale qui souhaitent y figurer et ainsi faciliter l'accès à l'information des familles en recherche. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la présente convention. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention? Non, s'il n'y en a pas, donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. La délibération suivante, toujours Christiane, pour des dérogations scolaires hors commune portant sur des frais d'écolage. Voilà, si vous le permettez, j'ai groupé donc les 2 conventions de frais d'écolage qui concernent donc 2 enfants qui doivent être scolarisés sur les communes de Montigny et Lancourt. La MDPH a statué sur leurs besoins de scolarisation dans des établissements spécialisés en raison de leurs difficultés de santé. Donc nous ne possédons pas ce type, je dirais, d'établissement sur notre commune. Oui, monsieur Lévy. Bien entendu, on pourra voter pour. Simplement, c'est une proposition. Beaucoup de communes ont mis en place une charte du handicap. Sauf erreur, nous n'avons pas cette charte à ma connaissance. Ça serait un chantier qu'on pourrait lancer. Pourquoi? Parce que ça réunirait les associations
dédiés au handicap, hein, qui se réunissent dans la commission accessibilité, mais je pense qu'une charte donnera encore plus de valeur, de valorisation donc des actions qui sont menées. C'est une suggestion. Alors, par rapport au handicap, là, je dirais que nous n'avons pas la main sur ce genre de décision, puisque ce sont des enfants qui dépendent de l'éducation nationale et donc qui sont suivis par, je dirais, la MDPH. Donc, nous n'avons pas le choix, puisque nous ne possédons pas ce genre d'établissement. Oui, mais votre question était beaucoup plus large et j'ai vu l'approbation de Françoise Beaulieu, justement, qui a la notion de handicap. Oui, tout à fait, parce que je pense que, et vous faites partie de la commission accessibilité handicap, c'est un travail qu'on peut lancer et je vous invite à y participer. Il y aura en même temps, je vous annonce qu'il va y avoir une commission. La date n'est pas complètement finalisée, mais ça sera à la mi-mai. Très bien. Je propose donc de mettre au vote ces deux délibérations. Y a-t-il des votes contre? Qui s'abstient et qui est pour? Merci donc pour cette unanimité. Le point suivant sera présenté par Fabienne. Non, Christiane, tu en as encore un. Ah, la modification de la carte scolaire. Donc, la ville s'est tout récemment dotée d'un nouvel ensemble immobilier qui est juste situé derrière la mairie, qui s'appelle Alizé, donc situé dans la Sandes-Desnos, au numéro 2, 4 et 6. Sachant que cette voie ne fait pas partie de la carte scolaire actuelle, il convient de l'ajouter et de l'affecter. Une entrée est également prévue par le numéro 24 de la rue Henri Proulx. Cette voie est déjà présente dans la carte scolaire et rattachée exclusivement au périmètre maternel André Briquet et élémentaire Pagnol. Compte tenu du nombre de logements et afin de maintenir un équilibre des effectifs dans les écoles du centre-ville et garantir l'égalité des conditions matérielles et d'encadrement, il est décidé de modifier la carte scolaire comme suit. Affectation du 24 rue Henri Proulx et des numéros 2, 4 et 6 de la Sandes-Desnos formant le nouvel ensemble immobilier L'Alizé au périmètre commun maternel André Briquet et Paul Langevin et élémentaire Marcel Pagnol et Jean Jaurès. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Hu. Juste une question concernant, entre guillemets, la répartition qui sera faite entre les nouveaux arrivants et donc les enfants à scolariser, puisqu'on a quand même des écoles qui sont toutes proches de l'ensemble immobilier qui va s'ouvrir et d'autres un peu plus lointaines. Donc on imagine que ça va aussi peut-être soulever quelques crispations de quelques habitants qui se verront mis un peu plus loin, je ne dis pas à l'autre bout de la ville, mais mis un peu plus loin que juste en face de chez eux. Alors il est évident que ces habitants viennent se surajouter, je dirais, aux effectifs actuels qui sont dans les écoles. Donc l'école Briquet, l'école maternelle Briquet, est actuellement au maximum de sa capacité. Il reste encore quelques places. Donc au niveau maternel, je pense que les enfants iront plutôt sur Langevin. Et donc Pagnol, ce qui est quand même très très proche. Voilà. Et donc en élémentaire, donc apparemment même le nombre actuel des enfants, des jeunes enfants, et je dirais de manière imprévue, supérieure à ce que nous avions envisagé. Et donc, il sera certainement nécessaire d'envisager une création de classe sur l'école Langevin. Donc, sur l'école Pagnol, il est prévu une création. Actuellement, les chiffres de l'école Pagnol ne justifieraient pas, je dirais, cette création de classe, mais étant donné qu'il est impossible de prévoir le nombre d'enfants d'âge maternel, d'âge élémentaire ou même de collège qui vont arriver, je dirais, dans ce lotissement, donc la création est justifiée afin de les accueillir.
Oui, monsieur Lévy. Oui, alors, c'est la difficulté d'un enfant primaire de se rendre entre sa résidence et l'école Jean Jaurès, c'est quand même réel, parce qu'il y a de la circulation, il n'y a pas à piétonner des parents qui partent travailler, l'enfant est tout seul, je pense. Maternelle, c'est Langevin. C'est Langevin. Non, non, je ne parle pas de maternelle, je parle des parlez scolaires, d'élémentaire. des élémentaires. Donc Jean Jaurès, c'est élémentaire. Donc, à plaisir, vous avez des classes mixtes, CM1, CM2. Est-ce que sur ces établissements scolaires, il est possible d'aller dans ce sens pour éviter qu'un enfant se retrouve tout seul à aller De toute entre façon, la Jaurès... répartition des classes appartient, je dirais, au directeur d'école et à l'éducation nationale. Il y a actuellement des normes à respecter, c'est-à-dire qu'il faut 24 élèves en grande section, 24 élèves au CP. Donc, ça amène effectivement de plus en plus à avoir des classes à double niveau. Voilà. Mais de toute façon, nous avons les locaux, je dirais, actuellement pour remplir à Pagnol. Tant que, je dirais, nous pourrons mettre les enfants à Pagnol, en tenant compte aussi des fratries, parce que même si les enfants vont sur Jaurès, il faudra tenir compte aussi des fratries pour les mettre à la fois sur Langevin et Jaurès, et non Briquet et Jaurès. Donc tout ça, je dirais, c'est quelque chose qui va être fait par la DAE. Vraiment pousser dans le sens de ces créations, comme vous l'indiquez. Oui, rassurez-vous, Voilà. on pousse. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette unanimité. Les deux... Oui? Non. Pardon. Je votais. Ah, tu votais. Ah, bon. Les deux délibérations suivantes qui concernent des projets seront présentées par Fabienne. Non, il y en a une avant. Tu en as une? Il y en a une avant sur les aides au projet. Ah oui, bon, bon. Donc, c'est pas toi qui la présente, Fabienne. Alors, Vas-y, Elisabeth. alors, c'est Donc, tu levais la main tout à l'heure pour voter aussi, et puis pour présenter la déclaration d'après. Voilà. La délibération Mais en d'après. sachant qu'elle ne votera pas. Oui, je signale que je présente le projet, mais je ne participerai pas au vote parce que je suis moi-même concernée par cette aide au projet. Donc voilà, il s'agit d'une aide financière pour les projets des écoles élémentaires pour l'année 2023. Donc chaque année, certaines écoles élémentaires ont l'habitude de participer à des activités pédagogiques autres, notamment les classes découvertes, des sorties un peu plus conséquentes. Donc une aide est demandée à hauteur de 3 000 € par école. Cette aide est versée à la coopérative scolaire qui reverse ensuite aux organismes choisis. Et sachant que tous les projets 2022 ont bien été réalisés, que les aides apportées aux écoles l'année dernière ont toutes été utilisées. Donc sont concernées l'école René Coty pour une classe transplantée aux zoo, l'école Victor Hugo pour la conquête du ciel et de la mer, Jean Jaurès, une sortie au château Guédelon, Paul Éluard, Dansons ensemble avec une compagnie, Henri Proulx, donc une classe transplantée chant choral, et Marcel Pagnol à la découverte des cultures du monde. Pareil, il s'agit également, je crois, d'une classe découverte. Voilà. Donc il est proposé au conseil municipal de délibérer. Y a-t-il des questions? Non, donc je vais mettre au vote, sauf pour toi, Elisabeth. Je ne voterai pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette nouvelle unanimité. La suivante, c'est bien pour toi, Fabienne? C'est bien pour moi. Bonsoir à toutes et tous. Ce sont des aides au projet, mais ce ne sont pas les mêmes projets. Ce ne sont pas les mêmes projets. On part sur les associations. Lors de la réunion du 9 février 2023, les membres du CLVA ont été invités à étudier les dossiers de 3 associations clésiennes sollicitant l'aide au projet.
À l'issue de cette instance, les membres du CLVA se sont réunis pour émettre leur avis sur les projets proposés. Donc, il y avait donc 3 associations. L'association De Ci, De Là, l'organisation de 4 concerts d'Anne Forest. Donc, cette association souhaite organiser et produire 4 concerts ayant pour objectif de faire connaître l'œuvre de Dan Forest, compositeur contemporain de musique classique. Son requiem a pour spécificité d'être un récit pour les vivants. Ces 4 concerts seront programmés en juin 2023 dans les églises Saint-Martin-des-Clés-sous-Bois, Saint-Vincent-de-Paul de Villepreux et Saint-Symphorien de Versailles, et seront gratuits. Les frais occasionnés par ces représentations, donc location d'instruments, achat de partitions, rémunération d'instrumentistes et de la chef de chœur, ne peuvent être supportés dans l'intégralité par l'association. Au vu du vote des subventions aux associations pour les appels à projets pour l'année 2023, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le vote d'une subvention d'aide à projet de 1 500 € pour l'organisation de ces concerts. Pour la deuxième association, donc Filigrane Théâtre pour l'organisation des week-ends café-théâtre, cette association clésienne propose un projet socio-culturel afin d'apporter le théâtre au cœur de tous les quartiers de la ville. Donc ça concerne musique classique, country jazz, magiciens, danseurs. Ces animations qui auront lieu les 3 et 10 juin 2023 au Sémaphore dans le quartier de Lavre ont pour objectif de promouvoir la culture et de prouver à la population clésienne qu'elle est un loisir accessible à tous, quels que soient les quartiers de la ville. L'association œuvre en partenariat avec l'équipe du Sémaphore, du service jeunesse et vie de quartier qui réalise en amont un travail auprès des familles et des associations. Les frais occasionnés par ces week-ends théâtres ne peuvent être supportés dans l'intégralité par l'association. Au vu du vote des subventions aux associations pour les appels à projets, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le vote d'une subvention d'aide à projet de 400 € pour l'organisation de ces week-ends café-théâtre. Et enfin, pour la troisième association, donc c'est l'association franco-malienne Les Rives du Samansa. Donc c'est un projet pour une construction d'un micro-barrage. Donc c'est une association à but humanitaire qui souhaite construire un micro-barrage sur les rives du Samansa, une région malienne qui souffre d'une importante désertification depuis de nombreuses années. Les objectifs de ce projet sont de faciliter l'accès à l'eau en limitant le courant de l'eau, ce qui permettrait d'alimenter les nappes phréatiques, mais aussi de stocker l'eau en surface afin que le bétail puisse s'y abreuver. 4000 personnes bénéficieraient de ce projet porté par le président de l'association. Les villageois concernés s'impliquent pour la construction. À terme, 4 personnes seront formées et référentes pour l'entretien du barrage. L'association a sollicité d'autres partenaires financiers, donc pour 15 000 € auprès du YCIDE et CID, 10 000 € auprès du Guild, 8 000 € auprès d'Agir sa vie, tandis que les membres de l'association contribuent à hauteur de 16 118 €. L'association sollicite une aide de 500 € par an sur 3 ans et s'engage à effectuer un suivi de l'évolution des travaux et un bilan dès la fin de la première année pour une visite sur place du président sur ses fonds propres. Une participation de la ville appuiera les demandes de subventions auprès des autres organismes. Au vu du vote des subventions aux associations pour les appels à projets pour l'année 2023, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le vote d'une subvention d'aide à projet de 500 € pour la construction de ce micro-barrage. Oui, Monsieur Lévy. Mais je pense qu'on est en pleine actualité. La proposition franco-malienne a du sens. Il nous montre l'exemple de ce qu'il y a à faire. L'économie de l'eau, stocker l'eau, préserver nos nappes phréatiques. On a vu le week-end dernier ce qui se passe en France. Soit on n'a pas compris, on n'est pas cartésien jusqu'au bout. Mais je crois que les Maliens doivent nous montrer, et je pense que ça serait bien qu'ils puissent même venir ici en France, expliquer aux autorités qui dénient ces constructions de bassines, qui sont, je dirais, hors sol par rapport aux dérèglements climatiques, auraient peut-être un accueil qui méritoire et reconnu pour éviter de nouveaux affrontements stériles pour tout le monde, en fait, dans cette affaire. Je pense qu'il y a une fausse route. Il faut savoir arrêter un projet qui n'a plus de sens et regarder ailleurs,
au Mali, par exemple, pour une fois, il sert d'exemple. Et moi, je souscris totalement. En ce qui concerne le théâtre et les concerts, bien évidemment, on ne peut que souscrire, puisque nous avons la chance d'avoir des concerts, je cite, je fais un peu de pub, parce qu'une amie me l'a signalé, à l'église Saint-Pierre, à Plaisir. Vous aurez un concert donc dimanche 16 avril avec le Requiem d'Haydn ainsi que des chants slaves dont certains ukrainiens. Vous voyez, donc le chant apporte la fraternité entre les hommes. Et autant et nous en avons bien besoin. Et on en a ce moment. besoin, exactement. Merci à vous. Merci, Monsieur Lévy. Donc je propose de mettre au vote qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci pour cette unanimité. Le point suivant, convention entre le comité départemental Handisport 78 et la ville dans le cadre d'un projet jeune. Youssef, c'est toi qui présente ça à la place de Yasmine qui n'a pu être là ce soir. Dans le cadre du projet social du Capado et de l'outil La Fabrique à quoi, Eina Bouton, une jeune en situation de handicap, souhaite renouveler et sensibiliser les autres jeunes aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap, notamment dans la pratique sportive. Un partenariat est donc proposé pour fournir gratuitement le matériel nécessaire, 12 fauteuils sport, 4 fauteuils ville, un kit de Chambara, un jeu de bioca, ainsi qu'un ou deux intervenants pour la journée du 26 avril 2023. En contrepartie, la ville mettra à disposition 3 animateurs et un équipement sportif. 48 jeunes pourront participer à ce projet. Et il est important de noter que le coût habituel de cette sensibilisation est de 700 € la journée. Une convention établit les engagements entre les deux parties pour cette journée et détermine les modalités d'exécution. Je vous propose donc d'autoriser le maire à signer la dite convention pour soutenir ce projet d'Eina Bouton. Oui, on ne peut que souscrire à cette initiative qui est une très belle initiative pour le coup et qui est en plus menée par une jeune qui semble très, très à même de porter ce projet-là. Enfin, je trouve que c'est évidemment une très belle initiative qu'on ne peut que se réjouir d'avoir sur la commune. On avait eu une initiative du même type, mais qui était pas, qui était là à Bourneton, il me semble, sur le handisport justement pour sensibiliser les jeunes qui n'ont pas de difficultés, qui n'ont pas de problème sur le fauteuil roulant et pratiquer ces sports en fauteuil roulant. Et ça avait été un grand succès, si je me souviens bien, à Bourneton. Donc je propose de mettre au vote qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci. Youssef, tu vas terminer le conseil avec le renouvellement du label 11-17. Très bien. Donc, comme vous le savez tous, le service jeunesse et vie de quartier vise à accompagner les jeunes de 11 à 17 ans vers l'autonomie et la responsabilité citoyenne. Ici, nous avons la charte du label 11-17 qui constitue le cadre de déréférence dans les Yvelines pour les accueils de loisirs de cette tranche d'âge et témoigne de la volonté de développer des structures adaptées. La labellisation actuelle du Capado a expiré en 2022, donc l'année dernière, et pour renouveler cette labellisation, il est nécessaire de participer à 8 journées de formation et de présenter un diagnostic des pratiques. Le dossier sera soumis à la commission de labellisation en octobre 2023 et bien sûr une structure qui est labellisée est reconnue pour la qualité de son accueil et sa méthodologie de projet. Je vous propose d'autoriser le maire à signer une attestation d'engagement pour le renouvellement de la labellisation 11-17 pour une durée de 3 ans. 11-17. 11 ans. 11-17, 11 ans, 17 ans. Voilà. Juste une remarque, je trouve dommage que nous n'ayons pas en plus annexe le cahier des charges du label, enfin en tout cas de ce dispositif, parce que nous aurions pu déjà peut-être aussi constater actuellement ou ce qui ne l'est pas, et peut-être aussi avoir un
peut-être avoir un échange ensemble sur ce qui est réalisé actuellement, ce qui est en carence et ce qui mènerait à être monté en compétence de la part de la ville, de la commune et des animateurs avec qui nous intervenons sur cela. Et à travers le cahier des charges, on aurait pu justement se rendre compte de là où nous en étions à ce jour et de l'étape suivante à mener pour monter un peu plus en qualité. Tu veux intervenir? Tu veux intervenir depuis? D'autoriser Monsieur le maire à signer une attestation d'engagement et dès lors que la convention sera présentée au Conseil, on pourra effectivement joindre en pièces le document que vous citiez pour pouvoir en échanger. Justement, je pense que c'est le préalable, c'est-à-dire qu'avant de signer une convention, il faut savoir où on s'engage et comment on s'engage. Et du coup, à partir d'un cahier des charges sur lequel on peut travailler, ou en tout cas une commission, notamment peut-être la commission, je ne sais plus, solidarité en jeunesse, etc., aurait pu peut-être travailler sur ce cahier des charges et voir quelles étaient les pistes d'amélioration à apporter, ou en tout cas ou aussi les pistes de satisfaction que nous avions déjà sur ce problème. C'est le préalable qui manque. Bon, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Avant de conclure ce conseil, Monsieur U a déposé... Pardon? Mais si. Mais je pense que c'était pendant la période où tu étais sorti. Voilà. Non, parce que j'allais dire que si vous leviez la main comme ça sans savoir... Non, c'est pas notre méthode. Chacun peut s'exprimer. À propos d'expression, justement, vous nous avez fait part de votre souhait hier soir de déposer une motion sur table. Donc cette motion, elle est sur table. Donc je vous laisse l'exprimer et je vous donnerai notre position après. Voilà. Merci Monsieur le maire, et en tout cas je vous remercie de l'avoir accepté, même si elle est arrivée un petit peu tardivement hier. Je vous remercie de l'avoir accepté et d'avoir accepté d'en débattre ce soir. Je vous lis donc la motion, qui est une motion relative au retrait de la réforme des retraites et au soutien à un référendum d'initiative partagée. Le conseil municipal des Clés-sous-Bois, réuni ce jeudi 30 mars, tient à exprimer son profond désaccord avec le projet de loi portant la réforme des retraites, pour lequel le gouvernement a eu recours à l'article 49.3 de la Constitution pour l'adopter sans autre forme de débat. Sur la forme, nous protestons de l'usage du 49.3 qui nie l'expression de la représentation nationale sur un sujet aussi majeur et diachronique. Porter l'âge de départ à la retraite à 64 ans sans que les Français eux-mêmes, par voie référendaire, ni leur représentation nationale par celle de l'Assemblée nationale, ne puissent s'exprimer est un manquement grave au fondement de notre République. Alors même qu'une forte majorité des Français et le Front uni des syndicats sont opposés à cette réforme et à ce report d'âge, l'usage de l'article 49.3, habituellement réservé à des sujets budgétaires et conjoncturels, fragilise nos institutions démocratiques. Sur le fond, cette réforme portant report de l'âge de départ à la retraite est injuste et injustifiée. Injuste parce qu'elle frappe particulièrement les plus fragiles. Les femmes d'abord, qui très majoritairement ont fait et font dans leur carrière usage volontaire ou subi du temps partiel, et donc ne cotisent que partiellement. Les métiers les plus pénibles, car ces 2 ans de travail supplémentaires entre 62 et 64 ans seraient 2 années physiquement éprouvantes, et qu'au contraire, ces 2 années de retraite entre 62 et 64 ans sont souvent les meilleures avant que ne surviennent les soucis de santé. Les salariés touchés, indépendamment de leur volonté, par des accidents de carrière dus à la maladie ou au licenciement économique, qui n'auront pas toutes leurs annuités pour espérer une retraite décente. Les jeunes dont l'accès à l'emploi sera plus difficile encore. Injustifié car le corps, le Conseil d'orientation des retraites, précise lui-même que le danger de financement n'existe pas. La propagande voudrait nous faire croire qu'il s'agit de sauver notre système de retraite par répartition auquel nous sommes attachés, alors même que le fameux 12 milliards d'euros qui pourraient éventuellement manquer en 2036, et j'insiste sur le éventuellement, ne représente même pas 4% du coût global des retraites.
Précisons que si les salaires des femmes étaient identiques à ceux des hommes, ces 12 milliards seraient largement couverts en cotisations. Il faut aussi mettre en rapport ces 12 milliards avec les centaines de milliards versés chaque année aux actionnaires de grands groupes exonérés d'une grande part des cotisations et des taxes, et les centaines de milliards distribués dans le cadre du prêt garanti par l'État, qui ne seront jamais remboursés. L'urgence dans notre pays n'était donc pas de réformer les retraites et d'en reporter l'âge. Les urgences sont écologiques, sociales, énergétiques, de justice fiscale, de santé publique, de moyens consentis à notre système éducatif, tout comme au renforcement des moyens consentis aux collectivités locales, comme nous en avons débattu tout à l'heure. Et à toutes ces urgences, ces fractures, le gouvernement, par son entêtement, par sa surdité au mouvement social, ajoute une fracture démocratique qui creuse un peu plus encore le fossé entre le peuple et ses représentants nationaux. Le conseil municipal des Clés-sous-Bois, à l'écoute du mouvement social et des différentes manifestations qui se sont déroulées contre cette réforme, s'inquiète et s'alarme de la situation dans notre pays. Il est donc demandé au conseil municipal de demander au gouvernement soit de retirer cette réforme validée en dehors des principes démocratiques de la représentation nationale, soit d'organiser un référendum qui permettra aux Françaises et aux Français une expression démocratique directe sur un sujet qui les touche toutes et tous. De demander au Parlement de mettre en place sur ce sujet dans les meilleurs délais de la procédure du référendum d'initiative partagée au titre de l'article 11 de la Constitution, permettant ainsi aux Françaises et aux Français de s'exprimer directement. De dire que cette motion sera transmise à la Première ministre, aux parlementaires des Yvelines, ainsi qu'aux représentants de l'État dans notre département. Je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur Hu, d'avoir lu votre motion. Pour ma part, je vais m'exprimer également. Effectivement, je ne peux que constater l'échec quant à la méthode employée par le gouvernement sur cette réforme de retraite. Je ne peux que regretter l'absence à l'Assemblée nationale de vote spécifique à cette loi et uniquement d'utilisation du 49.3. Je ne peux que déplorer toutes les tensions actuelles dans notre pays qui aboutissent à des débordements inacceptables. Je ne peux que comprendre l'inquiétude d'une grande majorité de nos concitoyens face à notre situation et face à cette réforme. Par contre, je ne peux absolument pas être en accord avec l'ensemble des termes de votre motion qui, à mes yeux, est un amalgame de positions et d'affirmations que certaines je peux soutenir et que d'autres pour lesquelles je suis en total désaccord. Voilà, je tenais à m'exprimer sur ce sujet. Donc je propose de mettre au vote cette motion proposée par le groupe de M. Hu. Qui est contre ? Oui. Est-ce que je peux vous demander quels sont les termes ou les points qui vous sont le plus... Parce que l'idée est quand même d'arriver à un moment donné à un consensus. Si dans ce pays, nous arrivons aussi parfois à créer le consensus au sein de nos assemblées locales, je pense que c'est aussi une manière de montrer à nos gouvernants et notre représentation nationale que nous savons nous entendre dans le bien et dans l'intérêt des Français qui très majoritairement s'opposent à cette réforme. Arriver à un consensus, c'est évident. Il faudra sortir de cette impasse. Par contre, on ne peut pas mettre sur pied un consensus avec les termes tels que vous les avez employés. Je vous l'ai dit, il y en a certains que je désapprouve totalement. Je ne veux pas en faire la liste aujourd'hui en une demi-journée. Voilà. Donc je ne souhaite pas m'exprimer plus. Je me suis exprimé sur ce que j'avais à dire. Voilà. C'est dommage de botter en touche comme ça sur non, sur j'ai un pas sujet majeur. j'ai pas botté en touche. Vous reprendrez les termes de ce que j'ai dit. C'est clair. Voilà. Non, c'est pas. Je botte pas en touche. J'aurais botté en touche si j'avais dit vous vous êtes exprimé. Maintenant on vote. Je me suis exprimé. Donc Moi je vous demande ce qui vous gêne. Qui est contre? Je propose de voter. Qui est contre cette Qui s'abstient et qui est pour?
Merci. Mais comme vous l'aviez dit, la démocratie voulait que même si cette motion est arrivée tard, je puisse la poser en conseil municipal et que vous puissiez l'exprimer ce soir. Bon, je vais donc clore ce conseil. Dans la mesure où le conseil est clos, il y a un fidèle.